Ni hao. Salut mes petites hirondelles. Je suis super contente de m'adresser à vous aujourd'hui. Donc je me demande ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous m'écoutez pendant votre jogging dominical, auquel cas je vous souhaite un très bon souffle. Pour celles et ceux qui seraient un peu moins portés sur le cardio, vous vous promenez peut-être au bord de l'océan, de la Seine, de la Garonne ou de tout autre cours d'eau qui serpente par chez vous. Peut-être enfin que vous écoutez en faisant un peu de rangement, de ménage en vue d'un prochain date à votre domicile. Les personnes concernées se reconnaîtront. Pour ma part, nous sommes le 22 février. Je suis dans un train quelque part entre Kunming et Pékin, comme vous pouvez l'entendre. Je m'excuse par avance pour la qualité d'enregistrement un peu brute. Promis, je ferai des efforts pour les prochains. La dernière semaine a été assez fournie, ce pourquoi je pense qu'elle fera l'objet de 2 épisodes. Mais ensemble, on va essayer de la retracer avec 3 idées clés. La première, c'est l'espion. La deuxième, c'est la rencontre de 2 Chines. Et la troisième, c'est Chou Chou. Pourquoi l'espion ? Parce que c'est exactement la dégaine qu'avait notre hôte à Jianshui. C'était le gérant de l'hôtel. Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux noirs avec une mèche rabattue vers l'arrière, petit sourire un peu mystérieux sous une fine moustache noire, et il portait des lentilles de couleur qui lui donnaient un regard vert très clair, presque surnaturel. Il portait une veste de costard en velours émeraude, très classe. Et quand il servait le thé, il avait un geste très délicat qui était de plaquer sa main gauche à plat sur les pentes de sa veste pour éviter que le tissu entre en contact avec la table. Donc on a bu le thé avec lui, ce qui était très chouette pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a compris comment on buvait le thé à la mode Kunming. C'est que depuis qu'on était arrivé à Jianshui, on voyait beaucoup de petites théières en vente, mais elles étaient minuscules. Et je ne comprenais pas très bien l'intérêt de ces théières de Lilliputien. Et en fait, c'est que dans la théière, ils jettent une poignée de thé. Dessus, ils versent l'eau bouillante. Ils laissent infuser même pas 1 minute et il verse le contenu de cette toute petite théière dans un second récipient qui ressemble à une petite carafe en verre transparente, toute simple, et c'est avec cette carafe qu'ils vont verser en continu dans les petites tasses des invités. Et ils remettent de l'eau dans la théière et ça continue comme ça à l'infini. Donc l'espion s'affairait avec des gestes très précis et plein de déférence, tout en s'inquiétant que son thé nous provoque de la tachycardie. Le deuxième truc chouette, c'est que l'espion, pour des raisons assez mystérieuses, parlait un anglais impeccable, avec un accent un peu british, alors qu'il n'avait jamais quitté sa ville natale, qui était là où on était. Il a aussi fait office d'interprète entre nous et 2 femmes entre 30 et 35 ans qui étaient aussi clientes de l'hôtel, qui étaient vraisemblablement en couple et qui avaient une vibe très queer, très fraîche. Elles étaient très bien sapées, très stylées. L'une était vidéaste et l'autre était prof de théâtre traditionnel chinois. On avait eu l'occasion d'en voir un peu avec Antoine et je trouvais que la manière dont chantaient les acteurs, avec des voix très haut perché et très nasales, ça ressemblait un peu à des miaulements de chats. Donc quand la fille nous dit qu'elle est prof de théâtre, le seul truc que je trouve à répondre, c'est « Ah, le théâtre où les gens chantent comme des chats !» Donc, dans certains cas, la barrière de la langue est fort utile, surtout quand
on n'a pas de filtre. On est ensuite descendu dans une région un peu plus au sud qui s'appelle Yuanyang, qui est une région très montagneuse connue pour ses terrasses. C'est-à-dire qu'à flanc de montagne sont sculptées des dizaines et des dizaines de terrasses sur lesquelles on cultive du riz. Alors le riz est planté au mois de mars et là, en février, la plupart des rizières sont recouvertes d'eau, ce qui fait qu'elles reflètent la couleur du ciel et ça fait des paysages qui sont fantastiques. Et là, on a pu voir vraiment la rencontre entre deux Chines. Donc d'un côté, la Chine très paysanne, parce qu'on n'a vu aucune machine agricole, tout se fait à la mano. Et on a vu des paysans et des paysannes travailler toute la journée avec de l'eau jusqu'à la taille, en train de retourner la glaise, de réparer des murs aussi. On trimballe du mortier et des grosses pierres à brouette ou à dos de mule, ou dans le cas des femmes, elles portent des gros paniers sur leur dos avec une sangle qu'elles mettent sur leur front pour pouvoir porter plus de poids. Beaucoup aussi s'occupaient de potager parce qu'avant de replanter le riz, certaines parcelles sont occupées par de l'agriculture vivrière. Il y a pas mal de bœufs aussi qu'ils appellent les bœufs d'eau et qui tirent des socs. Et donc, faut les nourrir, faut les amener paître. C'est toute une organisation. La plupart des femmes qu'on a vues étaient habillées dans un costume traditionnel de leur ethnie, qui sont les Hani. Donc elles portent sur la tête, en général, une étoffe d'un bleu très très profond qui tire sur le violet, presque un bleu clin. Et leurs vêtements sont pareils dans des tons noirs très profonds et bleus, avec des broderies multicolores qui rappellent un peu, je trouve, les broderies andines et détails assez étonnants. Leurs habits sont ornés de gros boutons circulaires, jaunes ou argentés, qui sont des imitations de piastres français, qui étaient, je pense, la monnaie sous l'Indochine. Donc dessus, on voit Marianne, il y a marqué République française, c'est assez étonnant. Et face à cette population, il y a le touriste retraité chinois qui vient dans le Yunnan avec des perches à selfie ultra sophistiquées, des drones qu'ils font atterrir sur de petits tapis à cet effet qu'ils se trimballent sous le bras, des appareils photo avec des objectifs ultra puissants. Et c'est des touristes qui vont aller de viewpoints en viewpoints, c'est-à-dire des passerelles qui sont aménagées pour permettre aux touristes d'avoir des belles vues sur les rizières et qui se font trimballer en minivan d'un endroit à l'autre, qui prennent des photos et hop, qui remontent. Et c'est très étonnant. Alors nous, on s'est fait embarquer dans un minibus de retraités par erreur. On voulait être amenés à l'hôtel et on a commencé à faire des stops partout avant de se rendre compte qu'il y avait un petit malentendu avec notre chauffeur. Donc d'un côté, il y a les maisons de village de facture assez modestes avec des poules, des coqs et des poussins qui courent un peu partout. Et de l'autre, des hôtels et des guest house qui ont des énormes baies vitrées pour permettre à leurs clients, dont nous étions, d'observer les rizières. Alors en plus des touristes chinois, il y a aussi quelques touristes européens qui se retrouvent tous et toutes à la même guest house chez Jackie. Et évidemment, nous Français sommes les seuls connards qui voulons partir en randonnée dans les rizières. On n'a croisé que des Français qui marchaient. On a fait 2 jours de marche et c'était vraiment chouette parce que il n'y a pas d'office national des forêts pour prendre soin des sentiers. Mais du coup, ça fait qu'on marche sur des chemins qui parfois s'arrêtent. Très souvent, on marche sur le bord même des rizières, ce qui crée quelque chose de très labyrinthique et qui est assez excitant. Et on a passé 2 soirées assez mémorables dans des homestays. Donc c'est des maisons d'habitants mais qui ont été transformées en restaurants-hôtels, mais on mange littéralement dans le salon de la famille, quoi. Donc pendant qu'on te cuisine ce que tu as choisi dans la cuisine familiale,
Toi, t'es là. Alors, le premier soir, on était dans un endroit où il y avait un petit bébé de 5 mois. Donc, évidemment, moi, j'y suis allée avec les comptines françaises, ce qui a beaucoup plu au grand-père. On voulait y retourner le lendemain, mais on n'a pas très bien compris pourquoi ils ne pouvaient pas nous accueillir. Donc, ils nous ont envoyés chez les voisins. Alors, au début, j'étais pas très chaude de manger là, parce qu'on était tout seul, parce que, je sais pas, il y avait une ambiance un peu bizarre qui était largement liée au fait que j'avais faim et que quand j'ai faim, le monde s'assombrit considérablement. Et heureusement qu'on est resté, parce que pendant qu'on mangeait, le cuisinier qui était âgé de 24 ans et sa copine de 26 ans sont venus s'asseoir à côté de nous et on a conversé toute la soirée. Parce que quand on a le temps, Google Trad est un outil quand même très précieux. Le summum dans la soirée étant le moment où je les ai initiés à Duolingo. Donc voir un jeune couple de Chinois répéter « Le joli chat mange mon fromage », c'est quand même c'est fabuleux. Donc on revient ravis de ce séjour. On a fait beaucoup de belles rencontres. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode si vous voulez avoir davantage de détails sur ce train qui nous amène jusqu'à Pékin. Je vous embrasse et je vous souhaite de continuer votre journée en douceur. 再见